Alors, on va essayer de démarrer une série de modules concernant, bien sûr, votre spécialité. Alors, vous avez déjà vu un cours sur la technologie web et forcément, vous avez quelques connaissances de base concernant tout ce qui est comment créer des applications web avec principalement la partie HTML, CSS, JavaScript. Donc ça c'est quelque chose que vous avez fait. Alors maintenant on va essayer donc de s'intéresser à un volet qui est très important pour la suite de votre formation. Il y a un module qui concerne ce qu'on appelle les bases de données semi-structurées. Donc, comme je disais, il y a un cours qui concerne les bases de données semi-structurées et les web services. Principalement, on va commencer d'abord par la technologie XML. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est inévitable parce que quand vous êtes dans n'importe quel contexte des systèmes d'information, vous allez forcément utiliser XML. Bon, XML, c'est toute une technologie qui cache beaucoup de choses. On va essayer d'aller tout doucement. Le plus important pour nous, bien sûr, c'est d'avoir les bases solides parce que ces concepts-là, on va les réutiliser au niveau des web services, on va les réutiliser dans plein de parties que nous allons voir par la suite. Et comme je disais, quand on parle technologie XML, forcément, il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de termes. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de termes techniques, beaucoup de concepts qui sortent comme XML, DTD, XSL, XSD, XPath, XQuery, SVG. Il y a plein de choses. Si on ne les connaît pas, parfois ça peut. C'est-à-dire ça peut. Donc si on ne les connaît pas, ça peut déranger à un moment donné. Alors sachant que c'est des concepts qui sont très simples, vous allez voir. C'est vraiment pas compliqué. Ça ne demande pas vraiment d'avoir des prérequis, on va dire, très, très importants pour maîtriser ces concepts-là. D'accord ? Alors, nous allons d'abord commencer par, en quelque sorte, l'origine de la technologie XML. Alors, pour vous parler de l'origine de la technologie XML, quoique XML n'est pas forcément lié à HTML, parce qu'on va voir c'est en quelque sorte des choses différentes. Mais vous savez qu'avant même HTML, HTML c'est pas quelque chose de nouveau. Depuis très longtemps, voire même dans les années 80, même avant, il y avait un langage qui s'appelait SGML. SGML, ça veut dire Standard Generalized Markup Language. En fait, SGML à l'époque était déjà utilisé, c'est pour échanger des données informatisées entre les systèmes d'information. C'est-à-dire à l'époque, les entreprises industrielles, les entreprises finances industrielles avaient besoin d'échanger des documents, des informations. Alors pour échanger, par exemple, une entreprise dans le domaine de l'aviation, pour échanger des données avec, par exemple, une entreprise, avec l'aéroport, donc on avait besoin d'échanger des données qui sont structurées. Ok ? On va dire des données qui sont structurées ou bien semi-structurées. Et à l'époque, pour échanger les données entre les systèmes d'information. Bonjour. De toute façon, on va commencer tout doucement. Donc, à l'époque, pour échanger les données entre les systèmes d'information, entre les entreprises, à l'époque, on utilisait ce langage-là qui s'appelait SGML. Alors, la particularité de SGML à l'époque, c'est quelque chose de très très ancien, c'est qu'il se base sur la séparation des données et de la mise en forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données sont stockées dans un fichier à part et la mise en forme de ces données-là sont stockées dans un autre fichier. C'est la séparation des données et de la mise en forme qui est une caractéristique fondamentale dans les systèmes d'information. C'est exactement ce que vous faites par exemple dans une base de données. Alors quand vous stockez les données dans la base de données, vous stockez les données dans des fichiers à part.
Mais après, quand vous voulez afficher ces données-là, vous voulez les mettre en forme, ben, tout simplement, il faut créer des états, il faut créer ce qu'on appelle des feuilles de style, il faut utiliser d'autres techniques pour pouvoir présenter les données, n'est-ce pas? Alors, quand vous prenez par exemple un document Word, alors dans un document Word que vous écrivez, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en train de mélanger les données et la mise en forme. Pourquoi? Parce que vous écrivez, il y a des données, il y a des tableaux qui contiennent des données sur les fournisseurs, sur des clients, sur des étudiants, n'est-ce pas? Mais en même temps, vous trouverez un peu, on va dire, du gras, avec quelle taille, avec, etc., dans un tableau, des listes à puces, des listes numérotées, etc. Donc ça veut dire que dans un document, par exemple, document Word, souvent, ce que vous faites souvent, c'est que vous mélangez les données et la mise en forme. Donc ça veut dire que, par exemple, pour échanger les données entre les entreprises, le fait d'échanger des documents au format Word ou bien des documents au format PDF, par exemple, c'est des documents qui contiennent des informations. Mais les données de ces documents-là, on ne peut pas les exploiter correctement. Pourquoi? Parce que quand je vous donne un document Word qui contient un tableau qui contient par exemple la liste des produits qui ont été vendus, par exemple, le dernier mois, donc je vous donne ça sous forme d'un tableau qui est imprimé, n'est-ce pas? Alors je vous donne des données, mais ces données-là, elles sont formatées. Mais après, à partir de ces données-là, si vous voulez par exemple calculer le taux de par exemple, de vente par secteur, ou vous voulez faire des statistiques, vous voulez faire des calculs, vous voulez par exemple exploiter les données pour extraire des informations plus précises pour les prises de décision, qu'est-ce que vous faites généralement? Ce que vous faites, c'est que vous prenez les données des Word, vous les ramenez vers Excel, n'est-ce pas? Parce que quand vous les prenez parce qu'en fait, dans Word, les données sont mélangées avec la mise en forme. En fait, c'est difficile un petit peu c'est-à-dire d'exploiter ces données. Vous les mettez dans Excel et après vous utilisez donc on va dire les informations, plutôt les outils Excel pour pouvoir donc faire des calculs, des statistiques, etc. N'est-ce pas? Donc le fait d'échanger des données qui sont mélangées avec la mise en forme, c'est pas une bonne pratique. Donc ce qui fait qu'à l'époque, ça fait, quand je dis à l'époque, c'est vraiment très ancien, c'est dans les années 80, c'est même avant HTML. Allez. Ça va? Donc on y va tout doucement parce qu'il y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure et en même temps, c'est une manière un petit peu de bien démarrer. Donc à l'époque, les entreprises dans le domaine de l'industrie et dans le domaine de la finance, l'aéronautique, etc., à l'époque on échangeait les données, les entreprises, les systèmes d'information des entreprises échangeaient les données en format SGML. Et la particularité de SGML, c'était la séparation des données et la mise en forme. C'est-à-dire les données sont stockées dans un document à part et la mise en forme, c'est dans un document à part. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mélanger les données et la mise en forme comme ça se fait par la suite. Donc, le fait de séparer les données et la mise en forme, ça permettait en quelque sorte d'exploiter les données. Hein. C'est comme si je vous donne les données séparées de la mise en forme, c'est comme si je vous donne une base de données. Et si je vous donne une base de données, vous pouvez exploiter les données de cette base de données dans vos applications, etc., d'une manière assez simple. Alors, sauf qu'avec l'apparition de l'Internet, on avait à l'époque besoin d'un langage qui permettait justement de présenter les données sur des navigateurs web. Ben, ce langage, c'est celui que vous connaissez par HTML. Hypertext Markup Language. Alors, en fait, HTML, les gens qui ont créé HTML, allez-y. Les gens qui ont créé HTML, donc sans revenir un petit peu dans les détails, parce que c'est vraiment pas ça l'objectif, les gens qui ont créé HTML se sont inspirés de SGML. Donc ils vont en quelque sorte utiliser quelques éléments qui se trouvaient dans HTML, à savoir la notion de markup language. Donc la notion de balise que vous utilisez dans HTML, et après surtout la navigation avec des liens hypertexte. On va naviguer entre... l'équipe se renforce.
Donc, comme je disais, donc, quand on avait créé donc HTML et donc on s'est inspiré de HTML parce qu'en fait HTML s'inspire de HTML parce qu'on a repris quelques concepts, la notion de balise, la notion de lien hypertexte. Mais par contre, au niveau de HTML, on ne va pas garder HTML parce que HTML c'était très complexe. Syntaxiquement, HTML c'était assez, on va dire assez complexe. C'est pour cela que dans HTML, on a beaucoup facilité la chose. Et dans HTML, la particularité, il y a ça, c'est que dans HTML, on mélange les données et la mise en forme. Alors, toutes les pages web que vous voyez donc, sur vos navigateurs, ben, vous voyez donc des données qui sont affichées, mais ces données-là, ils sont mélangées avec la mise en forme. Vous avez des tableaux, vous avez des couleurs, vous avez plein de choses. Donc, ce qui fait qu'on peut dire que la particularité de HTML également, c'est quoi? C'est dans HTML, on mélange les données et la mise en forme. Enfin, on mélange les données, la structure. C'est vrai que vous avez appris dans HTML, pour pouvoir séparer la mise en forme du HTML, on crée des feuilles de style CSS, etc., n'est-ce pas? Mais ça reste toujours un document HTML, il y a des balises de structure, des tableaux, des listes, il y a des choses qui sont déjà faites. Donc, ce qui fait que le web s'est développé et pratiquement à un moment donné, on a voulu un petit peu, on est arrivé vers c'est-à-dire une étape où les applications des entreprises ont toujours besoin d'un moyen qui permet d'échanger les données entre les applications. Il y a une entreprise qui utilise des applications basées sur la technologie Java J2E par exemple. Il y a une autre qui utilise des applications basées sur .NET. Il y en a ceux qui travaillent avec des applications PHP. Donc ça veut dire que les entreprises utilisent des technologies qui sont hétérogènes. Et après ces applications-là, on a besoin d'automatiser, d'échanger les données entre ces applications. Alors comment échanger les données entre les applications? Alors bien sûr, on ne peut pas utiliser HTML. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que le fait d'échanger des documents HTML entre les applications, comme dans les documents HTML, on mélange les données et la mise en forme, c'est difficile pour les applications d'extraire, d'exploiter les informations qui se trouvent dans les documents HTML. Vous pouvez le faire. Il y a des moyens qui permettent à partir d'un document HTML extraire les données, mais c'est vraiment c'est assez lourd, d'accord? Alors c'est pour cela que à un moment donné, donc on a pratiquement on a cherché en fait à créer ce qu'on appelle la technologie XML. Alors XML, ça veut dire Extensible Markup Language. Alors la partie, bien sûr, dans XML, c'est un retour en arrière vers SGML. C'est-à-dire on va faire exactement comme on faisait avec SGML. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec SGML? C'est-à-dire on séparait les données de la mise en forme et c'était fait pour échanger les données entre les systèmes d'information. On va faire la même chose. Donc avec XML à nouveau, donc c'est une manière un petit peu de stocker les données quelque part séparées, dans un fichier à part. On va voir tout à l'heure comment. Et après, pour la mise en forme, on va créer ce qu'on appelle des feuilles de style. Donc on va voir comment créer les feuilles de style, comment formater les données qui sont sources de, bien sûr, dont les données proviennent des sources XML. Alors sauf que on ne va pas reprendre en fait l'intégralité de SGML parce que SGML c'était assez complexe syntaxiquement. C'est pour cela qu'on va essayer donc d'utiliser la simplicité de HTML. Quelque chose d'assez simple, le système de balisage qui est généralement assez simple. Et après, on va hériter quelques fonctionnalités de SGML. Donc, on peut dire que la technologie XML, donc principalement, il va s'inspirer de SGML, mais également de HTML, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va essayer donc de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette technologie XML et qu'est-ce qu'on peut faire avec XML. Et en principe, comme je disais tout à l'heure, quand on parle de XML, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de termes techniques que vous allez commencer à utiliser. Comme je disais, DTD, XSL, XSD. En fait, XSD, c'est ce qu'on appelle les schémas XML. XPath, XQuery, SVG. Il y a plein de choses. Mais toutes ces choses que vous voyez là, il ne faut pas être impressionné par beaucoup de termes. Il ne s'agit pas, chaque terme
c'est-à-dire dépasser, on va dire, une science pour le faire, mais tout ça, c'est de la technologie XML. Quand je parle technologie XML, tous les termes que vous voyez là, ils sont derrière cette technologie, donc on va essayer donc de voir ce que c'est. Alors d'abord, avant de rentrer dans les détails de la syntaxe, c'est-à-dire les éléments syntaxiques de XML, qu'est-ce qu'il faut respecter pour créer un document XML et qu'est-ce qu'il faut faire pour exploiter un document XML. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'abord que XML c'est quoi? Principalement, ce n'est pas un langage de programmation, ce n'est pas un langage pour formater les données, mais particulièrement c'est un langage qui permet d'échanger les données entre les systèmes d'information. C'est pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information des entreprises. Donc c'est exactement comme je disais tout à l'heure. Il y a les banques par exemple, je vous donne juste un exemple, dans le domaine de la finance. Donc à un moment donné, les banques ils vont échanger des virements bancaires par exemple. Ils vont échanger par exemple, les opérateurs télécoms ont besoin d'échanger des données, parce qu'en fait il y a parfois un certain nombre de choses qui sont réglementées. Alors, pour que, par exemple, un opérateur télécom X puisse échanger des données avec un opérateur télécom Y, donc les données elles doivent respecter une norme. Et parmi les normes qui sont utilisées, parce qu'on va voir il y a d'autres formats de données qui peuvent être utilisés, eh bien c'est XML. Donc XML, à un moment donné, il était devenu le standard d'échange de données informatisées entre les systèmes d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous voyez ici. Donc vous avez par exemple une entreprise X qui dispose d'une application qui est basée sur la technologie Java J2E. Bon, peu importe pour vous, ce n'est pas le plus important parce que tout ça vous allez le voir et les cours que vous allez faire par la suite. Alors l'application qui dispose d'une application. Alors vous savez que généralement les applications ont besoin d'utiliser des données. Et pratiquement souvent, toutes les données des entreprises sont stockées dans des systèmes de gestion de base de données. Et chaque entreprise utilise un système de gestion de base de données qui lui est propre. Alors forcément, MySQL, il y en a ceux qui utilisent Oracle, il y en a ceux qui utilisent SQL Server, etc. Bon, les SGBD sont assez nombreux. En tout cas, donc j'ai une application qui est par exemple développée avec Java. J'ai une base de données, par exemple, basée sur un SGBD Oracle. Et la première des choses que vous allez voir, c'est que la majorité des applications que vous utilisez, souvent, on a besoin de les configurer. Alors, ça vous arrive parfois d'installer un logiciel, n'est-ce pas? Un programme. Mais à un moment donné, vous avez besoin de le configurer. Le configurer, souvent, c'est d'aller vers un fichier de configuration et dans lequel vous allez changer un certain nombre de paramètres. Alors, à l'époque, la majorité des fichiers de configuration, c'est des fichiers texte. C'est des fichiers bruts. Vous allez l'ouvrir avec un bloc-notes et après, vous allez vous balader vers exactement l'endroit où il faut faire la modification qu'il faut. Alors, ce qui fait que c'est assez compliqué d'utiliser des fichiers bruts de texte comme ça. Ce qui fait que XML, d'abord, on va le trouver comme format de fichier pour configurer les applications. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des fichiers texte classiques qui sont bruts, il y a beaucoup d'applications qui préfèrent utiliser des fichiers XML. Donc ça veut dire que quand vous démarrez une application généralement, quand vous démarrez une application n'importe laquelle, Word, Excel, je ne sais pas quoi, si vous installez n'importe quel logiciel, si vous cherchez dans les fichiers qui sont copiés dans c'est-à-dire dans le disque, etc., vous allez trouver des fichiers .xml. Alors, une application, quand il démarre, il va d'abord lire les données qui se trouvent dans ces fichiers de configuration. Et souvent, c'est des fichiers au format XML. Et ce genre de fichier XML que vous trouverez, de fichiers de configuration, c'est tout simplement c'est ce qu'on appelle des documents XML statiques. Statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu de ces documents XML est défini manuellement. Vous allez l'ouvrir avec un éditeur et vous-même, vous pouvez aller ajouter des informations comme vous voulez, n'est-ce pas? Donc déjà, quand on parle de documents XML, on peut trouver ce qu'on appelle des documents XML statiques, c'est-à-dire dont le contenu peut être défini manuellement.
Donc, il y a beaucoup de fichiers XML que vous allez manipuler par la suite. Tous les outils que vous allez utiliser en Big Data, dans l'architecture J2E, dans l'architecture .NET, dans les technologies que vous utilisez, les frameworks, vous allez souvent trouver des fichiers XML de configuration. D'accord? Bon, après, on va voir ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, généralement, une application, quand elle démarre, il a besoin de lire ses données de configuration. Et si ces données de configuration se trouvent dans des fichiers XML, eh bien, tout simplement, l'application a besoin d'utiliser ce qu'on appelle un parseur XML. En fait, un parseur XML, c'est quoi? Ben, un parseur XML, c'est une petite application, c'est une petite librairie, si vous voulez. Son rôle, c'est quoi? C'est de lire les données à partir d'un fichier XML et de les charger en mémoire. C'est-à-dire pour interpréter, pour lire, si je vous demande aujourd'hui de créer une application Java qui permet de lire le contenu d'un fichier XML. N'est-ce pas? Une application Java qui permet de lire le contenu d'un fichier XML. Vous avez deux manières de le faire. Comment les deux manières? La première, c'est de dire, bon, un fichier XML, c'est un fichier texte comme les autres. Ça peut être un fichier... Et après, je vais écrire mon application Java, je vais lire le fichier texte ligne par ligne, n'est-ce pas? Et après, si je lis le fichier ligne par ligne, et pour pouvoir trouver les informations, vous allez passer vraiment... vous allez passer beaucoup de temps à écrire du code pour extraire une information à partir d'un document XML. Ce n'est pas pratique. Mais il y a un moyen qui est très simple. C'est tout simplement, vous dites... ce qui se passe. Alors, ça arrive souvent avec ce code-là. Le matin, dimanche matin, on va au ralenti. On est sûr que tout le monde démarre. Même l'ordinateur il est en train de... Ça va s'arranger. Ça va se régler. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Je fâche les pointeurs. Est-ce que vous avez des pointeurs qui sont un peu... Oui? La première manière, c'est d'analyser le fichier manuellement. Très bien. Alors, comme je disais, donc, pour lire un fichier XML, c'est un fichier texte. Vous pouvez le lire comme vous lisez un fichier .txt qui contient des lignes, n'importe quoi. Alors, si vous tentez de lire un fichier XML ligne par ligne, etc., tout simplement, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous allez passer beaucoup de temps pour chercher à écrire beaucoup de code pour pouvoir lire les informations XML. Tout simplement, dès que vous lisez un document XML, sachez que dans tous les langages de programmation, il y a déjà des librairies qui vous permettent, que vous pouvez utiliser pour lire facilement, extraire facilement les informations d'un document XML. En 2 lignes, 3 lignes de code, vous pouvez atteindre l'information que vous voulez. Alors, c'est tout simplement ces petites librairies, si vous voulez, c'est des petits programmes qu'on appelle les parseurs XML. Donc, un parseur XML, c'est quoi? C'est une petite librairie que vous utilisez dans une application et qui vous permet de charger les données des documents XML qui se trouvent dans un fichier dans la mémoire de votre application, c'est-à-dire dans votre application. Donc, ce qui permet donc d'exploiter facilement les documents XML. Alors, grâce à un parseur XML, on va voir tout à l'heure comment, je peux par exemple avoir un document XML qui contient des factures, par exemple, des clients d'une entreprise.
On va voir un exemple tout à l'heure. Un document qui contient des factures, n'est-ce pas? Et avec un parseur XML, je peux par exemple dans mon application, je ne veux pas lire toutes les données. Je voudrais juste afficher le total des montants de toutes les factures, n'est-ce pas? Je voudrais afficher. Moi, c'est quelque chose qu'on fait dans Excel assez facilement, n'est-ce pas? Maintenant, vous voulez créer une application qui permet de lire, d'aller vers le fichier XML et bien tout simplement de calculer le total des montants des factures, etc. Bon. Alors, si vous utilisez un parseur XML, on va voir, on va utiliser grâce à XPath, par exemple, on peut le faire rapidement. Donc, en tout cas, donc ça veut dire que pour lire un document XML, vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de code dans une application pour explorer, pour exploiter les données d'un document XML. Ça, c'est un problème qui est déjà réglé. Dans tous les langages de programmation, il y a ce qu'on appelle des parseurs XML qu'on va utiliser. Et après, on va parler des différentes catégories des parseurs XML qui existent. Alors donc, une application, quand elle démarre, il va lire souvent les données d'un document XML de configuration grâce à des parseurs XML pour les charger en mémoire. Et après, l'application, c'est-à-dire fonctionne. Alors maintenant, souvent, quand il s'agit d'une application web, qu'est-ce qu'on fait généralement? C'est que vous lancez un navigateur web, vous lancez un browser, par exemple Internet Explorer, et après vous envoyez une requête HTTP vers votre application. Hein. L'application, elle va faire des traitements. Par exemple, vous venez de voir par exemple avec PHP. Par exemple, on va se connecter vers une base de données, on va chercher des données. Et ces données, une fois que je récupère les données à partir d'une base de données, je les envoie vers le navigateur. Okay, en quel format? HTML. Quand vous lancez votre navigateur, vous interagissez avec un serveur web. Vous envoyez une requête vers un serveur web qui va faire des traitements. Et quand il fait les traitements, il va vers la base de données, il récupère des données. Et les données qu'il va récupérer, il va les envoyer au navigateur en format HTML. Ça, c'est le cas classique, n'est-ce pas? Mais quand je vous donne, comme je disais, les documents format HTML, il n'est fait que pour afficher les données, pour les imprimer. Mais maintenant, si vous voulez, vous avez une application web, ou bien mobile, ou bien une application desktop. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser donc ces termes, il faut toujours les utiliser. Dans les applications, généralement, côté utilisateur, côté ce qu'on appelle front-end, on parle des applications web. C'est quoi une application web? C'est une application qui est accessible via un navigateur web, un browser. Une application mobile, vous savez ce que c'est? Vous aurez, il y a un cours dans lequel on va vous montrer comment développer des applications mobiles. Également, il y a les applications desktop. Alors, quand vous avez, par exemple, dans Java, quand vous avez utilisé les interfaces graphiques avec JavaFX, par exemple, pour créer des interfaces graphiques, etc., donc finalement, vous créez une application desktop. Une application Excel, c'est une application desktop, c'est-à-dire que vous installez dans une machine et après vous pouvez l'utiliser avec ces interfaces. En tout cas, si vous avez une application, que ce soit web, mobile, desktop, etc., dans l'application, on a besoin de récupérer des informations et de les traiter, c'est-à-dire on a besoin de filtrer, de faire des calculs ou faire des statistiques, etc. Donc, ce n'est pas pratique, de récupérer des données au format HTML. Parce que si je vous donne, comme je disais, donc, les données au format HTML, c'est très difficile d'exploiter, c'est très difficile d'extraire la connaissance dans ces documents XML, plutôt HTML. Alors c'est pour cela qu'à un moment donné, depuis que la technologie XML est créée, c'est que parfois, quand un client, un navigateur web, quand il envoie une requête HTTP vers une application web, l'application web, il va faire des traitements, il va vers la base de données. Et après, au lieu de générer des données au format HTML, il va les générer au format XML. Alors, dans ce cas-là, les données XML que vous voyez là qui sont générées, c'est des données qui proviennent d'où? Qui proviennent de la base de données. Alors, dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle des documents XML dynamiques. Bon, c'est juste un terme utilisé. Tout à l'heure, j'ai parlé de documents XML statiques, parce que le contenu, il est défini manuellement. Alors, les documents XML dynamiques, c'est des documents XML dont le contenu provient souvent de sources de données, comme par exemple les bases de données relationnelles. Alors, maintenant, une fois que les données arrivent vers l'application, et après, c'est l'application
qui devrait se charger de lire ces données XML et de les afficher. Par exemple, si c'est une application web, on va prendre les données XML et on va les convertir en format HTML. C'est-à-dire que la conversion XML-HTML se fait côté client, côté navigateur. Si c'est une application mobile, on peut faire la même chose. Je prends les données XML et après, donc, je peux les formater dans l'application mobile. Si c'est une application desktop, je peux faire la même chose. Ça veut dire que les applications front-end, côté client, peuvent utiliser, bien sûr, des données au format XML. C'est mieux pour pouvoir les exploiter parce que souvent, quand on récupère des données XML, je n'ai pas besoin d'afficher tout le contenu. N'est-ce pas? Par exemple, pour les applications mobiles, on a besoin d'afficher que des parties des données, n'est-ce pas? Mais pour les applications web, on a besoin d'afficher plus de détails. Alors, si vous utilisez XML, c'est plus simple. Parce que quand je donne, que ce soit une application web ou bien mobile, bon, je lui donne les données, après, l'application peut prendre les données qu'il peut utiliser. Ça va? Alors, bien sûr, vous pouvez toujours poser des questions à n'importe quel moment donné. Alors maintenant, XML à un moment donné, c'était même avant les années 2000, on croyait que effectivement, qu'au lieu de générer du XML, au lieu de générer du HTML côté serveur, ben, on va générer du XML. Et après, ces données XML, on va les envoyer vers l'application front-end, c'est-à-dire l'application web, et après c'est l'application web qui va pouvoir les exploiter. Alors c'est quelque chose qui a été utilisé à un moment donné, sauf que on a trouvé que quand même XML, vous allez voir, XML c'est lourd, c'est-à-dire XML c'est un format de données qui prend assez d'espace. Donc c'est ce que vous allez voir par la suite. Donc c'est-à-dire c'est un format qui est lourd, que ça prend quand même un peu de temps pour charger les données XML en mémoire. Parce qu'en fait, il faut passer via un parseur XML. C'est-à-dire que chaque application a besoin d'utiliser un parseur XML. Donc ce qui fait que pour côté les applications, côté les interfaces d'application, à un moment donné, les choses ont changé. Actuellement, on n'utilise plus XML souvent. C'est rare, on peut l'utiliser. On ne va plus utiliser XML pour côté front-end, mais il y a d'autres formats de données que vous allez connaître par la suite, peut-être que vous connaissez, c'est le format JSON. Alors en fait, le format JSON, c'est un format qui est venu après et qui va permettre, au lieu d'utiliser XML, le format JSON, lui, c'est un format qui est beaucoup plus compact, ça ne prend pas beaucoup d'espace, c'est plus léger, c'est plus simple. N'est-ce pas? Bon, ça, on ne va pas en parler, ce n'est pas l'objectif. Alors c'est pour cela que généralement quand on est dans le cadre des applications côté front-end, souvent c'est pas pratique d'utiliser XML, mais au lieu d'utiliser XML, il y a d'autres formats de données comme le format JSON, on va en venir. Mais par contre, maintenant vous avez une application dans une entreprise X, mais après vous avez une entreprise Y. Par exemple, l'entreprise X utilise une application Java J2E. Et l'entreprise Y utilise une application basée sur .NET. Par exemple, ça c'est une banque X, ça c'est une banque Y. Et après, les applications de ces deux banques ont besoin d'échanger des données. Alors pour cela, la XML, il est très important ici. C'est que quand, par exemple, l'application, cette application .NET, quand il veut par exemple faire un traitement, quand on veut faire par exemple des traitements, parfois on peut se connecter il peut se connecter vers sa propre base de données pour récupérer des informations, s'il dispose de ces informations. Mais parfois, pour faire des traitements, j'ai besoin des données qui se trouvent dans un autre système d'information, n'est-ce pas? Je vous donne juste un exemple. Une banque a besoin de faire des calculs, mais pour faire des calculs, j'ai besoin de connaître le taux de change. Mais pour connaître le taux de change, par exemple, il y a une autre entité qui est spécialisée dans n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette application-là a besoin d'envoyer une requête vers une autre application qui elle-même va aller vers son système, base de données, elle récupère les données et après, elle va fournir les données au format
XML. Donc, c'est quoi ça? C'est échanger les données entre les systèmes d'information. Et après, ces données-là, ils arrivent vers l'application. Cette application elle-même, elle va utiliser ses propres parseurs XML. Il va les charger. Et après, il peut les stocker dans la base de données. Vous voyez donc, j'ai essayé d'utiliser XML. C'est pour transporter, XML, c'est pour transporter une partie des données d'un système d'information vers un autre système d'information, mais d'une manière automatisée. Automatisé, ça ne veut pas dire, ce n'est pas envoyez-moi le fichier par mail, moi je le télécharge, je vais le placer, n'est-ce pas? C'est pas ça, automatisé, c'est-à-dire, ça y est, l'être humain n'intervient, c'est question de dialogue entre les applications. Je suis même en train de faire dialoguer les applications en utilisant le format XML. C'est-à-dire que les applications sont en train de se parler entre elles. Hein, n'est-ce pas? Ils sont en train de dialoguer en échangeant des messages au format XML. Alors je sais que vous, aujourd'hui, vous dialoguez en échangeant des messages WhatsApp, SMS, etc. N'est-ce pas? C'est dialogue humain. Les applications également, dans les systèmes d'information, dans les systèmes distribués, ont besoin de dialoguer. Ils ont besoin d'échanger des messages. Et parmi, parce que ce n'est pas la seule solution, parmi les formats de données échangées entre les applications, c'est le format XML. Alors maintenant, ça c'est juste, on va dire, un petit peu un aperçu sur le contexte. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails. XML, c'est quoi? Et comment... Qu'est-ce qu'un document XML doit respecter? D'abord, XML, c'est un langage d'échange de données structuré. Alors, quand je dis structuré, mais le vrai terme, ce n'est pas structuré, c'est semi-structuré. Parce qu'en fait, on va voir par la suite c'est quoi la différence entre ce qui est structuré et ce qui est semi-structuré. Donc, c'est des données semi-structurées entre les applications des différents systèmes d'information. C'est ce que je viens de vous expliquer. Les données d'un document XML sont organisées d'une manière hiérarchique. Alors, je crois que vous avez commencé hier un cours sur les bases de données, n'est-ce pas? Alors, c'est un cours qui est très important. Et vous savez que dans c'est-à-dire dans la théorie des bases de données, si vous voulez, dans les concepts des bases de données, il existe des modèles. Alors, parmi les modèles que vous connaissez, c'est le modèle relationnel. N'est-ce pas? Le modèle relationnel. Alors, c'est quoi le modèle relationnel? Le modèle relationnel, c'est un modèle qui permet de stocker les données dans des tables. N'est-ce pas? Bon, une table, il est défini par un ensemble de champs, vous savez. Mais ces tables sont liées par des relations. Et ces relations, à travers le concept que vous connaissez, c'est la notion de clé primaire, clé étrangère. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est quelque chose... Il y en a parmi vous, ceux qui connaissent déjà ces termes-là et qui les utilisent, ça fait partie des prérequis, bien sûr, d'accès à la formation. Mais en même temps, donc, dans le cours que vous venez de commencer, donc c'est l'occasion un petit peu pour les gens qui ont encore du mal à se familiariser avec ces concepts-là. Donc, en tout cas, il faut les voir. Alors, vous avez le modèle relationnel, c'est quelque chose qui était très exploité depuis des années. Alors, le modèle relationnel, c'est le modèle le plus utilisé au niveau des entreprises depuis des années. Pourquoi? Parce que le modèle relationnel, c'est-à-dire le modèle relationnel, avec le modèle relationnel, c'est plus rapide de retrouver une information. Grâce à la notion d'indexation, le langage SQL, les moteurs de HDBD, vous avez beaucoup de données. Avec une simple requête SQL, vous pouvez extraire pas mal d'informations à partir d'une grande quantité de données. C'est-à-dire que l'une des caractéristiques des bases de données relationnelles, c'est la rapidité. Mais vous devrez savoir qu'il n'y a pas que le modèle relationnel pour stocker les données. Alors, parmi les modèles qui existaient depuis longtemps, il y a le modèle hiérarchique. Je n'ai le modèle hiérarchique. C'est-à-dire que les données sont stockées, se forment d'une manière hiérarchique, se forment d'un arbre. Et quand on utilise XML, XML, il utilise le modèle hiérarchique. Quand vous utilisez MySQL, Oracle ou Access, vous êtes dans quel modèle? Relationnel.
quand vous utilisez des documents au format XML, vous êtes dans un modèle hiérarchique. Alors, on va voir tout à l'heure comment. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, le modèle hiérarchique, il y a un inconvénient dans le modèle hiérarchique, c'est que quand la quantité de données stockées dans une base de données hiérarchique est très importante, pour pouvoir chercher une information dans l'arbre, ça prend du temps. Plus de temps que le modèle relationnel. C'est-à-dire que l'un des grands inconvénients du modèle hiérarchique, c'est que quand la quantité d'informations est très importante, ça prend beaucoup de temps pour chercher l'information dans l'arbre. C'est pour cela que le modèle hiérarchique était pratiquement à un moment donné abandonné. Les entreprises utilisaient que le modèle relationnel. Alors maintenant, XML, il utilise le modèle hiérarchique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que XML n'est pas créé pour remplacer les bases de données relationnelles. Mais XML, c'est ce que vous venez d'apprendre, il est utilisé, c'est pour échanger, c'est pour transporter une partie des données, par exemple d'une base de données relationnelle, d'un système d'information vers un autre. Alors XML ici, c'est très pratique. Donc ici, vous voyez donc les données qui sont transportées sont en quel modèle? Hiérarchique. Mais quand ils arrivent à l'application, l'application va prendre les données, après elle peut les stocker par exemple en modèle relationnel. Donc vous voyez donc, on ne va pas utiliser XML, c'est pour stocker des tonnes d'informations. Parce que si vous stockez toutes les données d'une base de données en format XML, c'est pas pratique. Donc on va voir, il y a mieux. Autre chose, c'est que ce que je viens de vous expliquer, c'est que les fichiers XML ou bien les documents XML sont également utilisés pour configurer les applications. Et là, c'est quelque chose d'assez courant. Vous avez des documents XML dynamiques qui sont utilisés pour transporter des données d'un système d'information vers un autre, ou bien on peut utiliser XML comme document comme fichier de configuration des applications. Donc tout à l'heure, on va parler des documents XML qui sont statiques. Autre chose, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que pour lire les données d'un document XML, vous avez besoin d'utiliser quoi? Parseur XML. En fait, un parseur XML, c'est quoi? C'est une API, c'est une petite application qui permet de parcourir un document XML en vue d'en extraire des informations d'une manière très simple. Alors voilà un slide qui peut être, on va dire, très explicite, en tout cas pour les gens qui viennent du monde relationnel, ça va éclaircir un peu les choses. Alors regardez bien. Ça, c'est un modèle que vous connaissez très bien. Alors dans ce modèle, souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous créez souvent des bases de données relationnelles, n'est-ce pas? Je vous rappelle qu'une base de données relationnelle, c'est quoi? C'est un fichier ou bien un ensemble de fichiers qui sont stockés sous forme de tables. N'est-ce pas? Vous trouverez une table qui stocke des clients, une table qui stocke des fournisseurs, une table qui stocke des factures, etc. Et après, les tables sont liées par des relations à travers le concept clé primaire, clé étrangère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une base de données relationnelle. Alors, c'est quoi un système de gestion de base de données relationnelle? Un système de gestion de base de données relationnelle, c'est une application qui permet de gérer et de sécuriser les données d'une base de données relationnelle. Base de données relationnelle, c'est des fichiers qui sont stockés quelque part. Et un SGBD, lui, c'est lui qui va vous permettre de gérer. Ça veut dire quoi gérer les données? Ça veut dire insérer des données, chercher des données, modifier, supprimer, mettre à jour. Donc globalement, les opérations classiques, n'est-ce pas? Alors pour pouvoir, quand je dis gérer, c'est ça, mais également il ne faut pas oublier la sécurité. Parce qu'en fait, le SGBD, l'un des rôles importants, c'est de sécuriser. C'est-à-dire, il n'y a que les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à telle information, qui ont le droit de le faire. Donc, il y a l'aspect sécurité qui va être géré par la base de données, le SGBD. Alors, parmi les SGBD que vous connaissez, donc il y a MySQL, Access, Oracle,
un Formix, si on remonte un petit peu vers l'histoire, il y a plein de SGBD. Maintenant, une application que vous développez avec Java ou la .NET ou la PHP ou n'importe quel langage, l'application a besoin d'utiliser des données qui sont stockées dans des bases de données. Alors, pour qu'une application utilise les données d'une base de données relationnelle, ben, il a besoin d'interagir, il a besoin d'envoyer des requêtes vers le système de gestion de bases de données relationnelles. Il a besoin d'exprimer, c'est-à-dire la demande, en utilisant quel langage? SQL. Alors, le langage SQL que vous connaissez, donc c'est un langage de requête. Alors, c'est quoi? Quand vous dites select étoile from produit, c'est une chaîne de caractères. L'application envoie select étoile from produit vers SGBD, mais SGBD, il dispose déjà d'un ensemble d'algorithmes, de programmes qui vont lui permettre, à partir de cette requête-là, rapidement, il va vers la bonne information, il vous cherche les informations et les envoie vers l'application. Et après l'application, qu'est-ce qu'il fait? Il va formater les données. N'est-ce pas? Donc, vous voyez donc l'interaction avec le SGBD donc, se fait via le langage SQL. Alors, regardez à droite. À droite, vous avez l'équivalent. Alors, c'est quoi un document XML? Ben, c'est une base de données. Sauf que la différence, c'est quoi? Là, c'est une base de données relationnelle. Là, c'est une base de données hiérarchique. Autre chose. Les bases de données relationnelles, souvent, elles sont faites pour stocker une grande quantité de données. N'est-ce pas? Alors que les documents XML, c'est une base de données, mais qui n'est pas faite pour stocker une énorme quantité de données. Mais par contre, c'est une base de données qui est utilisée, c'est uniquement pour transporter des données d'un système d'information vers un autre. Ça, c'est quelque chose, la base de données, souvent, c'est pas quelque chose qui bouge. La base de données, vous la mettez dans un disque dur quelque part, etc. C'est là où les données sont stockées, n'est-ce pas? Mais un document XML, c'est une base de données c'est une base de données qui est, on va dire, mobile, qui permet de transférer des données d'une application vers une autre, via le réseau, etc. Autre chose, pour pouvoir explorer les données d'un document XML, on va utiliser un parseur XML. Vous voyez donc un parseur XML, l'équivalent c'est quoi? Un SGBD. Sauf que SGBD c'est une grande application. Quand vous installez Oracle, vous installez beaucoup de trucs, n'est-ce pas? C'est trop lourd. Mais un parseur XML c'est quelques octets. C'est vraiment une petite application que vous pouvez avoir dans une application mobile, dans une carte à puce. Vous pouvez l'avoir dans n'importe quel type c'est-à-dire d'ordinateur. Parce que quand je parle ordinateur, alors, vous pouvez aller. L'ordinateur le plus petit. Enfin, l'ordinateur le plus. Hein? Oui, il dit Raspberry. Bon, Raspberry, c'est un ordinateur qui est petit, mais il n'est pas le plus. Vous savez, l'ordinateur le plus petit, c'est la carte à puce. Ça, vous le savez, c'est qu'une carte à puce que vous mettez dans votre téléphone, vous savez, une carte à puce, ce n'est pas une mémoire. Une carte à puce, c'est un ordinateur. C'est-à-dire, dans une carte à puce, il y a un microprocesseur, il y a des mémoires, il y a etc. Il y a des applications à l'intérieur qui s'exécutent. N'est-ce pas? Et si aujourd'hui vous voulez développer avec Java, parce que vous savez, Java il est fait pour développer des applications multiplateformes, vous pouvez avec Java développer une petite application que vous mettez à l'intérieur de la carte à puce et qui fait des traitements. Et souvent, c'est des applications qui sont traitées, n'est-ce pas? Et quand vous êtes dans une application qui va être embarquée dans une carte à puce, et si votre application a besoin d'utiliser des données, une base de données, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser XML. Et pourquoi? Parce que vous avez un parseur XML, tout petit, n'est-ce pas? Parce que si vous me dites dans la carte à puce, vous voulez installer Oracle, vous allez voir la fumée qui va... Ça ne marchera pas. Donc vous voyez, donc un parseur XML, on peut dire que c'est l'équivalent d'un système de gestion de base de données, mais donc à une petite dimension, à une petite échelle. Maintenant, une application, quand vous créez une application avec n'importe quel langage, la même chose, votre application a besoin d'utiliser les données du document XML, de votre base de données XML. Alors pour cela, on va utiliser un langage qui s'appelle XPath.
Alors expat fois, c'est l'équivalent de... C'est des chaînes de caractères. Sauf qu'avec SQL, vous trouverez select from, where, order by, machin, n'est-ce pas? Mais dans expat, vous trouverez des trucs slash biblio, slash facture, parce que c'est un modèle hiérarchique, n'est-ce pas? Ça, c'est relationnel, parce qu'on cherche les données à partir des tables. Mais avec expat, on cherche les données dans un arbre. Donc vous allez voir tout à l'heure comment exprimer ça. C'est clair? Bien, alors maintenant on va rentrer dans les détails techniques. Alors maintenant, un document XML, je vous donne d'abord un exemple de document XML. Supposons vous voulez créer un document XML qui permet de représenter les données d'une bibliothèque. Après vous dites dans votre conception, bon, dans ma bibliothèque j'ai des étudiants qui vont emprunter des livres. J'ai des étudiants qui empruntent des livres. Si vous faites l'approche relationnelle, c'est clair. Vous dites, un étudiant peut emprunter plusieurs livres, un même livre peut être emprunté par plusieurs étudiants, plusieurs à plusieurs. Vous allez créer la table étudiant, la table livre et la table d'association. Ça, c'est le modèle relationnel. Maintenant, en modèle hiérarchique, on va dire, on va créer une base de données hiérarchique. Dans la racine, on va l'appeler biblio. Et dans biblio, vous avez plusieurs étudiants. Vous avez biblio, c'est la racine, dans lequel vous avez plusieurs étudiants. Et chaque étudiant est défini par ce qu'on appelle des attributs. En fait, dans XML, la notion d'attribut, c'est l'équivalent des colonnes dans les bases de données relationnelles, c'est les champs, n'est-ce pas? Alors, par exemple, un étudiant est défini par son code, le nom, le prénom, l'âge, etc. Mais un étudiant lui-même, chaque étudiant peut emprunter plusieurs livres. Donc, c'est-à-dire, ici, donc, pour chaque étudiant, vous avez des livres. Et après, vous dites chaque livre est défini par son ID, le titre, la date d'emprunt et un attribut rendu dans lequel, par exemple, vous va trouver soit oui ou bien non. N'est-ce pas? Alors maintenant, vous voulez créer un fichier XML qui représente ça. Eh bien, tout simplement, d'abord, on va voir que souvent, les documents XML commencent par cette première ligne que vous voyez ici. Syntaxiquement, XML, on écrit inférieur, point d'interrogation XML, la version 1.0. Alors, 1.0, ça a été, depuis la création de XML, c'est 1.0, et jusqu'à maintenant, c'est toujours 1.0. XML, le format n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les règles de XML étaient très basiques, qui se sont posées dès le départ, et après ça reste comme ça. Et après, l'encodage. Alors vous savez que quand vous écrivez dans un document XML, vous écrivez du texte. Parfois il y a des accents, parfois il y a des textes en arabe ou chinois, n'est-ce pas? Donc pour pouvoir écrire du texte avec différentes on utilise la table d'encodage. Alors par exemple, ça vous savez, UTF-8 par exemple, c'est un type de codage qui accepte les caractères accentués, tout ce qui est par exemple... mais par contre, il y a d'autres systèmes d'encodage qui n'acceptent pas les caractères accent, chapeau, etc. Donc, en fait, souvent, si vous utilisez par exemple un document XML qui contient des données en arabe, vous n'allez pas utiliser UTF-8, mais vous allez utiliser l'Unicode. Il y a des formats qui sont faits pour pouvoir représenter des données. Parfait. Alors maintenant, ça c'est quelque chose que vous allez trouver toujours. Ça c'est presque un copier-coller que vous allez trouver toujours dans les documents XML, la première ligne. Après ça, vous allez trouver maintenant les données. Alors dans vos données, vous allez en fait les nœuds. Parce que vous savez, un arbre, il est défini par un ensemble d'éléments, ce qu'on appelle les nœuds. Alors dans notre cas, on va commencer d'abord par la balise biblio. Alors je peux l'appeler biblio, je peux l'appeler bibliothèque, je peux l'appeler ce que je veux. N'est-ce pas? C'est le choix du concepteur. C'est pour cela qu'on l'appelle XML. C'est-à-dire X. Extensible. Parce que dans HTML, vous avez un ensemble de balises prédéfinies. N'est-ce pas? C'est des balises que vous utilisez en HTML et sont prédéfinies. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. N'est-ce pas? Mais dans XML, logiquement, vous pouvez mettre Hassan, Mohamed comme balise, il n'y a pas de problème. C'est le concepteur qui définit donc les noms des balises. Ici, biblio. Alors maintenant, à l'intérieur de biblio, je vais ajouter des étudiants. Et après, je peux ouvrir une balise qui s'appelle
étudiant. Et après, un étudiant, maintenant, un étudiant, il est défini par quoi? Par des attributs. Et après, je peux définir maintenant les attributs de l'étudiant. Par exemple, ici, un étudiant est défini par son code égal à 1, espace, le nom égal à A, prénom égal à B, âge égal à 23. Alors ici, donc, je viens de définir, on va dire, je suis dans quelle partie? Je suis dans ce nœud-là. Et chaque nœud, généralement, de l'arbre, il a des attributs. Oui. Alors, jusqu'à présent, effectivement, donc, je suis en train de vous montrer un document XML dans lequel on n'est pas obligé de respecter un type de données. Ça, c'est un document XML, n'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, je vais vous parler de ce qu'on appelle un document XML valide, qui est un document XML qui respecte des typages, qui respecte un format bien déterminé. Donc, c'est-à-dire, si vous créez un document XML comme ça, il n'y a personne qui vous empêche d'écrire, par exemple, le code égal, je ne sais pas, A. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je n'ai pas un moyen qui me permet de dire ça doit être un entier, etc. Pour le moment, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, je peux toujours créer des documents XML qui sont corrects, mais après, on va voir que ces données, souvent, ils doivent respecter quand même une structure qui va être déclarée quelque part. Vous suivez? Donc, vous voyez, donc, je suis dans la racine, biblio, et après, j'ai un étudiant. Maintenant, à l'intérieur de étudiant, maintenant, je suis dans étudiant, je ne vais pas fermer étudiant. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres. Donc, j'ai un livre, j'ai le ID, le titre du livre, la date d'emprunt ou bien la date de prêt, rendu égale à oui. Alors, maintenant, je peux fermer livre, la balise. Parce qu'on va voir que dans XML, toutes les balises doivent être fermées. C'est l'une des conditions qu'on va voir tout à l'heure. Alors, pour fermer la balise livre, donc vous avez deux manières de faire. Donc, soit vous mettez /livre, n'est-ce pas? C'est ce que vous faites avec HTML, n'est-ce pas? Mais comme il n'y a rien entre livre et /livre, c'est ce on va dire que l'élément livre, il est empty, il est vide. Est-ce qu'il y a un autre élément à l'intérieur de livre? Non. Alors, pour ne pas utiliser /livre, on va utiliser ici un slash. Vous voyez un slash juste avant le supérieur? Ici? Ça signifie quoi ce slash-là? C'est la fermeture. Donc, le slash, si j'enlève le slash, je dois mettre ici /livre. Si je ne mets pas /livre, de toute façon, entre livre et /livre, il n'y a rien. Avec HTML, vous utilisez la balise BR, n'est-ce pas? Avec BR, c'est pour retourner à la ligne. Donc, vous mettez BR, vous n'avez pas besoin d'utiliser /BR. Mais souvent, vous mettez BR supérieur. Bon, HTML, c'est même pas obligatoire, vous mettez BR, vous mettez rien, ça passe. N'est-ce pas? Mais dans XML, on va voir, toutes les balises doivent être fermées. Et après, je vais définir un autre livre. Là, voilà. Et après, je vais fermer maintenant la balise étudiant. /étudiant. Et je vais commencer un autre étudiant. Livre. À la fin, vous avez /biblio. Hassan Jid. Vous avez appris. Vous voyez donc, XML dans la base, c'est simple. C'est pas quelque chose de. Alors, ce que vous voyez là, n'importe qui, par exemple, si je vous demande, donnez-moi votre CV au format XML. Allez-y. Donnez-moi votre CV au format XML. Chacun d'entre eux peut m'écrire un document XML, mais chacun peut l'écrire de sa propre manière. Il y a un qui va dire CV, la balise CV, nom, prénom, n'est-ce pas? Adresse, téléphone, les balises, téléphone, etc. Et après, expérience professionnelle. À l'intérieur de l'expérience professionnelle, vous mettez stage, etc. Vous pouvez inventer des balises à votre guise, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qu'on appelle un document XML bien formé. Mais sauf que pour que ça soit un document XML bien formé, c'est un document XML qui peut être lu par le parseur XML. Parce qu'il ne faut pas oublier que le document XML, quand on va le lire, c'est un parseur XML qui va le lire. Donc il doit respecter quand même des règles. Alors tout à l'heure, je vais vous parler des règles de base.
Alors en tout cas, donc ça c'est un exemple de document XML. Maintenant, en réalité, votre collègue a posé tout à l'heure la question. Bon, si chacun crée son document XML, chaque entreprise crée son document XML avec son propre format, ça c'est pas pratique, n'est-ce pas? Donc à un moment donné, on a besoin de se mettre d'accord. On veut un CV, moi je vais vous dire, voilà, le CV que vous allez m'offrir, voilà sa structure. N'est-ce pas? Et dans ce cas-là, quand vous allez rédiger votre CV au format XML, ben vous allez tout simplement respecter une structure bien déterminée. Alors c'est pour cela que un document XML, d'une manière générale, se compose de 3 fichiers. 3 documents, 3 fichiers. Il y a d'abord le fichier XML qui contient les données. Voilà. Vous trouvez par exemple biblio.xml, n'est-ce pas? Vous voyez donc, c'est pour cela qu'on disait tout à l'heure, il y a les données à part. Ensuite, mais sauf que généralement, pour déclarer la structure d'un document XML, tout simplement, on a besoin d'un autre document, d'un autre fichier. Alors pour déclarer la structure d'un document XML, on va utiliser, il y a 2 façons de faire. Il y a une ancienne manière de faire qui s'appelle DTD, Document Type Definition, qui est souvent parfois utilisé, parce qu'il est très simple, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ou bien on va utiliser ce qu'on appelle les schémas XML. Alors si vous voulez, dans le langage, dans les bases de données relationnelles, le langage SQL, vous avez 3 catégories, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on appelle DML? C'est DML. DML, c'est Data Manipulation Language. Avec Data Manipulation Language, il y a des instructions comme Select, Insert, Update, Delete. Donc, c'est ce qu'on appelle DML. DML, c'est en fait, c'est-à-dire des requêtes qui permettent de manipuler les données. Et après, il y a DDL. DDL, c'est Data Definition Language. Vous savez qu'avant même de commencer à insérer des données dans la base de données, qu'est-ce que vous faites? Il faut d'abord déclarer la structure de la base de données. Il faut d'abord dire un étudiant, il est défini par un champ qui est de type, le code qui est de type int, n'est-ce pas? Un entier. Le nom, c'est une chaîne de caractères, etc., etc. Donc vous allez d'abord déclarer la structure d'un document, d'une base de données. Alors souvent, Excel, vous ne faites pas ça, n'est-ce pas? Souvent, vous n'êtes pas obligé, mais même dans Excel, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, vous arrivez dans un document Excel, vous commencez à saisir les données. Mais quand vous êtes dans Access, par exemple, avant de commencer à saisir les données, il faut d'abord créer les tables, et vous déclarer la structure des tables, etc. Et bien, la même chose dans XML. Avant qu'on commence à faire ce qu'on vient de faire là, à écrire les données d'un document XML, il faut d'abord déclarer cette structure que vous voyez ici graphiquement, n'est-ce pas? Il faut d'abord la créer. Alors comme ça, tous les documents XML que je vais créer par la suite doivent respecter une structure. Comment garantir que le document XML que je viens de créer là respecte cette structure? Alors jusqu'à présent, il n'y a aucun moyen, parce que je peux mettre n'importe quoi, le parseur XML il va l'accepter. Alors c'est la raison pour laquelle dans la technologie XML, il existe un moyen pour le faire. Donc soit en utilisant ce qu'on appelle DTD, Document Type Definition, ou bien les schémas XML. Alors on va voir les deux. Donc il y a un cours qu'on va faire aujourd'hui même pour vous montrer comment créer les DTD. Vous allez voir, c'est assez simple. Et après par la suite, on va voir avec les schémas XML qui est quand même une manière plus développée pour déclarer les structures des documents XML. Donc, un document XML, il y a les données dans un fichier. Il y a, c'est quoi ça? La structure des données. Vous voyez, il y a les données, il y a la structure des données. Et qu'est-ce qui reste? La mise en forme. Alors le troisième fichier, généralement, c'est le fichier dans lequel on peut spécifier la mise en forme.
Alors, pour pouvoir créer ce qu'on appelle, pour faire de la mise en forme avec XML, parmi les solutions, il y a ce qu'on appelle XSL, XML Style Sheet, donc, qui permet donc de créer des mises en forme. On va voir tout à l'heure des exemples pour comment formater les données. Par exemple, il se peut que les données d'un document XML, j'ai besoin de les afficher au format HTML. Les données que j'ai ici, je voudrais les afficher dans une page web, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, il y a l'une des solutions, c'est de passer via ce qu'on appelle des feuilles de style. Alors, parmi les feuilles de style utilisées, donc, il y a XSL, c'est le langage de création de feuilles de style. Voilà également un point qui est très important qu'il faut savoir. Donc, second. Alors maintenant, est-ce que maintenant un document XML obligatoirement doit disposer d'une feuille de style? Non. Est-ce qu'un document XML doit avoir une structure? Non. Est-ce qu'un document XML doit avoir des données? Oui. C'est pas des données. De toute façon, c'est pour cela que maintenant, on va parler juste au niveau syntaxe. Maintenant, un document XML doit respecter en fait la structure. Alors, dans la structure d'un document XML, on va trouver dans un document XML, d'abord, il y a ce qu'on appelle le prologue. Je n'ai le prologue. Ouais, la ligne que vous voyez. Dans le prologue, vous allez trouver la ligne, XML, version, encoding, etc. C'est la première ligne. Ensuite, ça se fait rarement. C'est pas que ça se fait rarement. La deuxième, c'est important. C'est la troisième qui se fait rarement. Dans la deuxième ligne, on spécifie le lien vers la structure. Alors, par exemple, supposons que notre document XML, la structure des documents XML est déclarée dans un fichier qui s'appelle produit.dtd. Vous voyez, donc la structure, elle est déclarée dans un fichier produit.dtd. Alors, comment le faire dans un document XML? Il y a une ligne, une deuxième ligne dans laquelle vous mettez cette syntaxe doctype. On spécifie la racine du document XML. Et après, on spécifie système, par exemple, et on met le chemin où se trouve la structure. Alors, si vous avez un document XML qui contient cette deuxième ligne doctype, ça veut dire quoi? C'est une manière de dire au parseur XML, tiens, quand tu commences à lire ce document XML, sache que toutes les données que tu vas charger doivent respecter cette structure. Et comme ça, quand il charge les données, dès qu'il trouve les données ne respectent pas la structure, il vous dit que ça, il y a une erreur. Donc ça, ce n'est pas un document XML valide. La troisième ligne du prologue, qui est rarement, généralement utilisée, il a été créé, mais bon, il ne sert presque à rien, c'est d'attacher une feuille de style. Si votre document XML, vous voulez lui attacher une feuille de style, c'est-à-dire que vous, dès que vous ouvrez un document XML dans votre navigateur, il vous affiche tout ça en HTML. Ça veut dire quoi? Vous avez besoin d'attacher à votre document XML une feuille de style. Si vous voulez le faire d'une manière statique, on utilise la troisième ligne, XML Style Sheet. Le type de la feuille de style, c'est text/XSL. Et href, le chemin, c'est produit.xsl. Donc, produit.xsl, ça représente quoi? C'est la feuille de style. Alors, vous voyez donc, ça, c'est ce qu'on appelle le prologue. Maintenant, la deuxième partie d'un document XML, c'est les données. C'est la chose la plus importante. Les données, c'est l'arbre. C'est ce que vous venez de voir ici. Ouais. Alors, vous voyez donc ici, ce document XML. Dans mon prologue, il y a la première. Il y a ça, n'est-ce pas? Mais en réalité, on peut avoir trois lignes. La première, c'est quoi? Ça, XML version. La deuxième, c'est le chemin vers le fichier de la structure. Et le troisième, c'est le chemin vers la feuille de style. Parfait. Terminologie. Alors, je suis sûr que ça, vous le connaissez. Alors, pour quelqu'un qui veut manipuler du XML, il va utiliser les éléments, balises. Alors, c'est quoi une balise? C'est un mot-clé choisi par le concepteur et qui est compris entre inférieur et supérieur. C'est la notion de balise. C'est quoi un élément XML? Un élément XML, c'est un objet XML qui est défini entre la balise de début et la balise fin. Ça veut dire quoi? Vous avez par exemple la balise formation, le contenu de l'élément / formation. Donc tout ça, formation / formation, c'est ce qu'on appelle un élément XML. Donc un élément XML, c'est un nœud dans l'arbre XML. C'est un nœud. N'est-ce pas?
Mais bien sûr, un élément XML peut contenir du texte, mais il peut contenir d'autres éléments fixes. Parce que vous savez que dans un arbre, un nœud peut contenir d'autres nœuds. Le troisième élément de la terminologie XML, c'est l'attribut. Alors généralement, on a vu tout à l'heure que pour qualifier un attribut, un élément, on a besoin parfois de déclarer des attributs. Par exemple, ici, l'élément formation possède deux attributs. Il y a le code de la formation et le type de la formation. Alors, un document XML doit être toujours bien formé. Alors, pour qu'il soit bien formé, il doit respecter 4 règles. 4. Avec 1.0, parce qu'au départ, ils ont fixé 4 règles, mais on croyait que peut-être les règles vont changer, mais ils n'ont jamais changé. Alors, je nous demande les 4 règles. La première, c'est un document XML ne doit posséder qu'une seule racine. C'est bien les bases de données hiérarchiques. C'est-à-dire, vous avez la balise biblio à la fin, plutôt au début, à la fin, c'est / biblio. La deuxième règle, tous les éléments doivent être fermés. Alors, par exemple, au niveau HTML, parfois vous créez des balises sans les fermer, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais dans XML, chaque balise qui est ouverte à un moment donné, il faut qu'elle soit fermée, obligatoire. Troisième règle, c'est que il faut respecter l'imbrication. Respecter l'imbrication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ouvert un élément biblio, à l'intérieur duquel vous avez ouvert l'élément étudiant. Il est clair qu'il faut d'abord fermer étudiant avant de fermer biblio. Parce que si vous fermez biblio, après vous fermez étudiant, ça n'a aucun sens. Donc c'est ça, respecter l'imbrication. Et la quatrième règle, elle est également toute évidente, c'est que la valeur des attributs, c'est entre double quotes. Pourquoi? Parce que HTML, parfois vous mettez des attributs, vous n'êtes pas obligé de mettre les cotes, ni simples, etc. Mais dans XML, la valeur des attributs, il faut mettre double quote. C'est clair? C'est? Oui. Ça commence ici que ça finit. Exact. Non, c'est pas parce qu'en fait, vous pouvez mettre, parce que dans HTML, vous pouvez mettre attribut égale valeur sans mettre les double quotes. Si vous mettez espace, en fait, le navigateur web, il sait que c'est la valeur. D'accord? Mais dans XML, dans la norme XML, il faut absolument, obligatoirement, la valeur des attributs, c'est entre deux guillemets. D'accord? Alors, c'est la raison pour laquelle il y a HTML et XHTML. Alors, d'abord, chauffe. Alors, vous êtes en train de comprendre des choses qui parfois peuvent vous perturber. Il y a du HTML, il y a le XHTML. Bon, vous allez me dire, mais c'est quoi ce XHTML? Alors, d'après vous, c'est quoi XHTML? Voilà. Vous pouvez dire ça, mais c'est pas ça. On choisit des termes de balises, on peut... Non. Bon. Alors, c'est très simple. C'est que HTML, XHTML, c'est du HTML dans lequel on respecte les 4 règles. C'est très simple. Donc, c'est-à-dire quand vous avez un document HTML dans lequel vous avez forcément un élément racine, toutes les balises sont fermées, dans lequel vous respectez l'imbrication et que la valeur des attributs, entre guillemets, vous pouvez dire que c'est un document XHTML. Alors voilà, donc si vous entendez quelqu'un vous dire je suis en train d'utiliser du XHTML, ne croyez pas qu'il s'agit d'un nouveau langage, c'est du HTML. Quel est l'intérêt de ce document HTML? Alors effectivement, c'est l'intérêt. C'est une très bonne question. Alors si vous rappelez, je disais que quand je vous donne un document HTML, c'est très difficile d'exploiter le contenu. Parce que les données sont mélangées avec la mise en forme. Mais si je vous donne un document XHTML, ça veut dire que c'est un document que je peux lire avec un parseur XML. Parce qu'un document HTML, c'est un document XML. Est-ce que vous voyez? Du moment que c'est un document XML, donc je peux utiliser XPath, je peux utiliser pour extraire les informations du document HTML. Donc si j'utilise du XHTML, ça veut dire que je donne également la possibilité aux applications d'explorer facilement
le contenu de HTML. Mais si juste vous faites du HTML juste pour afficher, et vous ne prévoyez pas, par exemple, c'est-à-dire d'explorer le contenu via des applications, vous n'êtes pas obligé. Donc, les moteurs de recherche. Qu'est-ce qu'ils font les moteurs de recherche? Google. Il explore le web, il fait des pages, il récupère le contenu, n'est-ce pas? Mais quand il récupère le contenu, c'est du HTML. Donc si c'est du XHTML, c'est plus simple à explorer. Si c'est du HTML, il y a toujours des moyens de pouvoir extraire les informations, mais c'est juste pour vous dire. C'est pour cela que le XHTML a été créé. Donc il a été créé à un moment donné, mais sachez juste que la notion de XHTML, HTML, il y a juste quelques... En tout cas, XHTML, c'est du HTML dans lequel on respecte les normes de XML. Il y a ça, mais après vous allez vous trouver également ce qu'on appelle les namespaces, il y a un certain nombre de choses qui sont liées à XML. Voilà des exemples. Alors vous avez à gauche, vous avez un document XML qui est mal formé. Là, c'est un document XML mal formé. Ne regardez pas à droite. C'est difficile. Regardez ici. Alors pourquoi ce document XML est mal formé? Parce qu'il n'a pas de racine. Oui, formation, durée, slash. Donc si vous lui donnez un parseur XML, il ne peut pas le lire. Pour que ce soit un document XML bien formé, il doit posséder une racine. Par exemple, ici, formation, slash. Formation, c'est la première règle. Deuxième. Ça c'est un document XML mal formé. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Parce que la balise durée n'est pas fermée. Ça c'est pas un document XML. Si vous voulez que ce soit un document XML, il faut fermer. Soit vous mettez slash durée, soit vous mettez un slash. Vous avez un troisième exemple qui n'est pas bien formé. Pourquoi ce document XML est mal formé? L'imbrication. Il n'est pas imbriqué. Parce qu'on n'a pas respecté l'imbrication. Regardez. Formation, non, slash non, pas de problème. Durée, slash durée. Module. Module déjà c'est pas fermé, c'est pas bon. Il y a un slash qui manque. Séquence. C'est pas fermé. Ah pardon. Non, vous avez module. Exact. Vous avez module, séquence. Normalement on devrait faire quoi? Slash séquence d'abord, et après slash module. Donc ça c'est un document qui est mal formé parce qu'on n'a pas respecté l'imbrication. À gauche, c'est un document XML mal formé. Pourquoi? Parce que tout simplement la valeur des attributs n'est pas entre guillemets. Alors pour que ça soit correct, ça doit être ça. Alors voyez donc, ça c'est la base de XML. Alors maintenant, donc pour créer un document XML bien formé, donc on vient de voir que c'est pas compliqué, c'est très simple. Des questions? Maintenant, c'est quoi un document XML valide? Donc on a parlé d'un document XML bien formé. Un document XML valide, c'est un document XML bien formé d'abord, dont la structure respecte les déclarations qui sont définies soit dans ce qu'on appelle une DTD, DTD ça veut dire Document Type Definition, ou bien dans un schéma XML. Donc c'est-à-dire c'est un document dont le contenu respecte une structure qui est déjà déclarée. C'est ce qu'on appelle un document XML valide. Alors maintenant, on va essayer de voir avec une DTD comment déclarer la structure d'un document XML. Alors c'est quoi une DTD d'abord? Donc c'est une série de spécifications qui permettent de déterminer les règles structurelles d'un document XML. Alors ça veut dire qu'avec une DTD, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer les noms des balises associées aux éléments. Pour chaque balise, quels sont les différents attributs possibles? Et les relations contenant-contenu, par exemple, un élément biblio contient plusieurs étudiants. Un élément étudiant contient plusieurs. Donc ça. Et après, on peut déclarer également ce qu'on appelle des entités. On va voir ce qu'on appelle des raccourcis.
Alors ça veut dire que pour créer une DTD, on a besoin de connaître 3 instructions. Alors, je vous dis ça, c'est pour réserver l'espace mémoire. Vous voyez, donc, quand vous apprenez, vous savez que vous commencez à apprendre beaucoup de langages, etc., vous dites, ah, on vient de finir XML. Mais c'est vrai, on vient de terminer XML. On n'a pas terminé la technologie XML, parce que XML, c'est un concept très basique. Mais maintenant, qu'est-ce qui est derrière, c'est-à-dire les autres éléments? Maintenant, une DTD. Comment déclarer la structure d'un document XML? La même chose. Si vous choisissez DTD, ben vous aurez besoin de connaître 3 instructions. Comment déclarer un élément, comment déclarer un attribut, et comment déclarer ce qu'on appelle une entité. Alors, pour déclarer un élément, vous utilisez la syntaxe suivante. Element. Mais avant ça, vous mettez inférieur, point d'exclamation. Donc, on utilise la syntaxe inférieure, point d'exclamation, element en majuscule, avec un point d'exclamation avant. Après, les gens qui vont utiliser les DTD, ben, c'est un peu commode. C'est-à-dire, c'est pas très naturel ça. Mais d'où vient DTD? DTD, il vient de HGML. Est-ce que vous vous rappelez au départ? Donc, je disais que XML, il s'est inspiré de HGML. Il se trouvait que dans HGML, à l'époque, pour déclarer la structure d'un document HGML, on utilisait les DTD. Et quand la XML a été créée, ils n'ont pas pris le temps de créer un nouveau langage pour déclarer la structure de XML, mais ils ont repris exactement ce qui se trouvait dans HGML, avec ses limites. Donc après, on va voir quelles sont les limites de DTD. C'est pour cela que par la suite, on va voir qu'il y a des schémas XML. Donc en tout cas, pour déclarer un élément, on va utiliser la syntaxe suivante. Element, le nom de l'élément et le type de contenu. Alors, on a les types de contenu que vous pouvez trouver dans XML. Donc, il y a les types suivants. Il y a ce qu'on appelle PC Data. Alors, quand vous déclarez un élément de type dièse PC Data comme ça veut dire quoi? Si vous déclarez par exemple element, paragraphe, entre parenthèses, dièse PC Data, ça veut dire que l'élément paragraphe contient du texte. Alors, vous ne pouvez pas dire, ouais, c'est une date, ou là, c'est un int, ou là, c'est un float, ou là, je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas faire ça avec DTD. C'est une limite. Quand vous dites un élément de type PC Data, il contient du texte. C'est-à-dire quoi? Pour écrire l'élément paragraphe dans votre document XML, vous écrivez l'élément paragraphe, le texte, / paragraphe. Quand vous voyez un élément, entre l'élément et la valise / valise, vous avez du texte, contenu, ça peut être numérique ou une date ou n'importe laquelle, vous pouvez dire que c'est un élément de type PC Data. Ouais. Si on met PC Data, entre paragraphe et / paragraphe, on met une autre valise. Alors ça, c'est ce que je vais voir tout à l'heure. C'est un autre type. D'accord? Alors on peut associer des éléments. C'est ce que je vais vous montrer. Alors donc, pour déclarer le contenu, vous pouvez utiliser ce qu'on modèle PC Data. Il y a également séquence d'éléments fils. Parfois, vous avez un élément qui contient d'autres éléments, des éléments fils, n'est-ce pas? Alors, pour déclarer un élément qui contient une séquence d'éléments fils, voilà ce qu'on fait. On utilise element, le nom de l'élément, entre parenthèses, et on peut déclarer les éléments fils qu'il contient. Par exemple, ici, vous avez un élément qui s'appelle email. Alors, un élément email contient 3 éléments fils. L'entête, le corps, la signature. Alors, donc, si vous voulez écrire votre email qui respecte ça, vous écrivez email, à l'intérieur duquel vous avez la balise, l'élément en tête, corps, signature, / email. Et on respecte l'ordre. Hein? L'ordre. Alors, ici, l'ordre n'est pas obligatoire. En fait, dans DTD, en fait, l'ordre, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. Alors, si vous mettez virgule, dans DTD, ça veut dire que l'ordre, il est obligatoire. Virgule. Quand vous voyez virgule, ça veut dire que l'ordre, ça veut dire l'entête d'abord, ensuite le corps, ensuite la signature. Si vous mettez un pipe, la barre verticale, pipe, ça veut dire que l'ordre, il est aléatoire.
Vous voyez donc ce qui définit est-ce que l'ordre il est obligatoire ou pas, c'est selon est-ce que vous mettez là, est-ce que c'est une virgule ou bien un pipe. بالنسبة لشكل élément ديال الإيميل est-ce qu'on peut faire ديال PC data ولا؟ Alors maintenant, vous venez de déclarer juste l'élément email. Maintenant, si vous voulez maintenant dire l'entête, il y a quelque chose qui manque. Si vous voulez dire que maintenant l'entête contient du texte, il faut encore ajouter ça. Element, entête, de type PC data. Est-ce que vous voyez? Donc chaque élément, parce que c'est pas une seule, chaque élément doit être déclaré. Email, voilà. Donc il y a le modèle PC data qui est le modèle séquence d'éléments fils. Le troisième. Alors d'abord, une chose qui est très importante, c'est que quand vous utilisez le modèle séquence d'éléments fils, chaque nom d'élément peut être suffixé par ce qu'on appelle un indicateur d'occurrence. Ça veut dire quoi? Il existe trois indicateurs d'occurrence possibles. Point d'interrogation, plus étoile. Ça veut dire quoi ça? Alors quand vous mettez élément point d'interrogation, ça veut dire indique que l'élément peut apparaître 0 ou bien une seule fois. Si vous mettez élément plus, ça veut dire que l'élément peut apparaître une à plusieurs fois. Et si vous mettez étoile, ça veut dire que l'élément peut apparaître 0 à plusieurs fois. Je vous donne un exemple ici. Regardez. Et l'absence, si vous mettez rien, si vous mettez ni point d'interrogation, ni plus, ni étoile après l'élément, ça signifie que l'élément doit apparaître une et une seule fois. C'est-à-dire l'absence d'occurrence, ça veut dire doit apparaître une et une seule fois. Exemple. Regardez l'exemple suivant. Exemple. Regardez, element. Je déclare un élément qui s'appelle livre, qui contient combien de préfaces, d'après vous? Une seule préface. Parce que si vous mettez préface plus, ça veut dire plusieurs préfaces. Si vous mettez rien, ça veut dire une seule préface. Ensuite, il y a une seule introduction. Et après, vous avez intro chapitre, virgule, contenu chapitre, mais avec les parenthèses, et après je mets plus. Ça veut dire quoi? Avec le plus, ça concerne toute la parenthèse. Ça veut dire que le couple intro chapitre, contenu chapitre peut se répéter plusieurs. C'est-à-dire, je peux avoir quelque chose comme ça. Livre, dans lequel j'ai une seule préface, une seule introduction, intro chapitre, contenu chapitre, intro chapitre, contenu chapitre, etc. Donc vous voyez donc le plus que vous voyez là, il peut s'appliquer soit à un élément, mais comme il peut s'appliquer à un groupe d'éléments. C'est ce qu'on appelle les indicateurs d'occurrence. C'est clair? Slash livre. Et après, il y a le choix le plus libre et le suivant. Vous avez un élément, ça répond à la question que vous avez posée tout à l'heure. Vous mettez un élément, par exemple le paragraphe, dans lequel vous avez les éléments A, B, C, et après vous mettez étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément paragraphe peut contenir des éléments A, B, C dans l'ordre, peu importe. Et vous mettez étoile, c'est-à-dire ils peuvent apparaître 0 ou plusieurs. Donc ça veut dire que par exemple, ça c'est ce qui est utilisé dans HTML. Parce que maintenant ce que vous êtes en train de découvrir, c'est que les gens qui ont créé HTML, ils ont déclaré la structure d'un document HTML. Et si vous regardez par exemple, quand vous écrivez dans HTML ça, quand vous écrivez un élément comme ça, regardez, élément P, paragraphe P, qui contient quoi? C'est ta question. C'est la réponse à ta question. Élément paragraphe, qu'est-ce qu'il contient? Du texte, mais également il peut contenir d'autres éléments fils UI. Alors dans ce cas-là, par exemple, en HTML, c'est ce que vous trouvez. Alors si vous déclarez encore l'élément U de type PC data, c'est-à-dire que l'élément U peut contenir du texte. L'élément I peut contenir du texte. Alors dans ce cas, la valise P peut s'écrire comme ça. P, entre P et slash P, vous allez trouver du texte. Dans son livre U, la 8e couleur slash U, parce que vous savez, en HTML, ça, U, ça veut dire underline. Quand vous mettez un texte entre U slash I, ça veut dire c'est pour souligner. Et après, vous mettez encore du texte.
et après vous mettez i de fleurs slash i, c'est-à-dire ça c'est italique, n'est-ce pas? Vous voyez, ça c'est dans les trucs classiques HTML, on utilisait ça, mais pour pouvoir le déclarer en DTD, on peut utiliser donc les déclarations comme ça, d'accord? Ça c'est le choix le plus libre si vous voulez. Et après, il y a des éléments vides. On a vu tout à l'heure dans notre modèle biblio, l'élément livre et les empty. Alors pour déclarer un élément empty, on utilise voilà, le terme empty tout court. Par exemple, ici vous déclarez élément livre, empty. Et quand vous déclarez empty, ça veut dire que quand vous écrivez l'élément livre, il doit se terminer par... Attention, maintenant, si vous voulez déclarer empty, il ne faut pas mettre slash livre. Il faut mettre slash. C'est différent. Pourquoi? Parce que si vous mettez slash livre, ça veut dire qu'il contient du texte. Le vide, c'est un texte. Donc si vous mettez slash livre, c'est DS PC data. Mais quand vous le déclarez empty, c'est clair. C'est-à-dire que il y a un slash. Et après, si vous voulez déclarer quelque chose, vous ne savez même pas ce qu'il contient. Ça peut contenir du texte, ça peut contenir des éléments fixes, ça peut contenir n'importe quoi. Et quand vous êtes dans n'importe quoi, c'est-à-dire par exemple, vous voulez écrire, vous dites le corps d'un email. Le corps d'un email, vous savez que le corps il peut contenir du texte avec des balises HTML, c'est-à-dire l'utilisateur il est libre de mettre ce qu'il veut. Et quand vous avez des contenus qui sont libres, on utilise le type any. Comme ça. Par exemple, vous déclarez element disk. Alors quand vous mettez any, ça veut dire que l'élément, il peut contenir des éléments fixes, il peut contenir du texte, il peut contenir le mélange, etc. C'est bon? Alors ce que vous venez de voir là, donc c'est tout simplement comment déclarer les éléments. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Comment déclarer les attributs? Donc vous voyez, donc je répète, pour déclarer un élément, on utilise element, le nom de l'élément et le type de contenu. Donc on vient de définir les types de contenu. Quel est le modèle PC data? C'est du texte. Quel est le modèle séquence d'éléments fixes? N'est-ce pas? Et quand vous utilisez les séquences d'éléments fixes, chaque élément fixe peut être suffixé par un indicateur d'occurrence. Les indicateurs d'occurrence. Point d'interrogation, ça veut dire 0 ou bien 1. Plus, ça veut dire 1 à plusieurs. Étoile, ça veut dire 0 à plusieurs. L'absence d'un indicateur d'occurrence, ça veut dire une seule fois. Et après, il y a le modèle mixte. Mixte, c'est-à-dire qu'il peut contenir PC data et des éléments fixes. Et après, il y a le modèle empty. Empty, ça veut dire vide. Et après, vous avez le modèle any. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est ce qu'on peut faire avec les éléments. Maintenant, les attributs. Alors, pour déclarer les attributs, vous venez de voir éléments, c'est les éléments. Pour déclarer les attributs, on utilise @list. @list, c'est-à-dire la liste des attributs. Parce que généralement, un élément peut avoir plusieurs attributs. Alors, pour déclarer les attributs, on va utiliser @list. D'abord, le nom de la balise, l'élément qui contient les attributs, le nom de l'attribut, le type de l'attribut et sa présence. Alors, on va voir maintenant ce qu'il y a dans sa présence. Regardez l'exemple suivant. Je déclare l'élément personne empty. Ça veut dire quoi, personne empty? C'est-à-dire c'est un élément qui ne contient rien. Mais un élément empty peut contenir des attributs. Alors, maintenant je vais déclarer les attributs de personne. Avec quoi? @list. Comme quoi l'élément personne contient un attribut qui s'appelle non. Il est de quel type? Alors, on a le type. Maintenant, pour les attributs, il n'y a pas que ces data. Les attributs, il y a d'autres types que je vais vous citer. Donc il y a CData. CData, ça veut dire c'est du texte. Quand je dis du texte, c'est-à-dire qu'il accepte des espaces. Et après la présence. Alors la présence, on va mettre des indicateurs. Si vous mettez dièse required, ça veut dire que sa présence elle est obligatoire. Ça veut dire que quand j'écris un élément personne, obligatoirement je dois spécifier le nom. Si je mets, tout à l'heure il y en a d'autres que je vais vous indiquer. Il n'y a pas que required, il y a implied, c'est-à-dire la présence est facultative. Et après fixed, ça veut dire que la présence elle est fixe, sa valeur elle est fixe. Donc je reviendrai avec tout ça. Vous avez donc nom, il est de type CData, sa présence obligatoire. Le prénom, il est de type CData, sa présence elle est
Obligatoire. Alors pour ne pas déclarer at least, vous pouvez le faire en un seul. Vous mettez at least, personne, espace, le nom, c'est data required, espace. Vous pouvez revenir à la ligne, tout ça, c'est pas un problème. Prénom, c'est data required. Vous voyez donc avec cette déclaration-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de déclarer un élément personne qui est vide, mais qui peut contenir deux attributs dont la présence il est obligatoire, le nom et le prénom. Parfait. Alors maintenant les types d'attributs. Alors quand vous dites un attribut de type, de quel type? Alors, vous voyez donc les types, il y a CData, ce que vous venez de voir, mais il n'y a pas que CData, il y a d'autres types. Alors sans doute vous attendez à type date, int, etc., ça n'existe pas. Donc c'est une des limites de TD. Alors il y a CData, qui signifie la valeur peut être du texte et le texte qui accepte des espaces. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle le type NM token. NM token, c'est-à-dire, c'est du texte mais en un seul mot, c'est-à-dire pas d'espace. Hein? Un seul mot. Un seul mot, c'est du texte, c'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre des espaces. Hein? Parce que si vous mettez des espaces, c'est-à-dire vous avez du texte en plusieurs mots. Il y a le type ID, et ça c'est utile. Alors parfois, le type ID, c'est l'équivalent des clés primaires dans les bases de données relationnelles. Quand vous dites le code, si vous savez que dans votre document XML, vous ne pouvez pas avoir plusieurs personnes qui ont le même code, il faut mettre ID, si vous voulez, c'est pas obligatoire. Et après, il y a le type énuméré. Un attribut énuméré, c'est-à-dire, on peut énumérer les différentes valeurs possibles. Exemple. Alors, pour déclarer un type énuméré, par exemple, vous avez un élément qui s'appelle boolean, qui est empty, et après vous voulez ajouter un attribut value, vous dites at least, l'élément boolean, il a un attribut qui s'appelle value. Mais l'attribut value ne peut pas avoir n'importe quoi, il peut avoir soit true, soit false. Alors ici, donc, vous voyez, donc je peux mettre true, pipe, false, et quand vous mettez les valeurs, ça c'est ce qu'on appelle le type énuméré, et après vous pouvez spécifier la valeur par défaut. La valeur par défaut, c'est-à-dire si je spécifie ni true ni false, par défaut c'est false. Alors si vous voulez, avant de vous montrer, parce que là pratiquement on a montré l'essentiel, plutôt c'est la pause. Yes. Alors vous savez que quand je commence à sentir que les gens bougent à gauche, à droite, comme ça veut dire que... Alors, juste après la pause, on va faire la démonstration. Donc on va voir qu'avec un éditeur qui s'appelle Oxygène, si vous avez besoin d'un peu d'oxygène, donc on va voir comment créer une DTD, comment créer des fichiers XML, comment on fait tout ce qu'on vient de voir, comment le manipuler, et vous allez voir, c'est assez agréable. Mais juste avant de vous lâcher, je dois quand même terminer, il y a deux slides qui me restent dans le cours, la partie cours. D'abord, comme je disais tout à l'heure, la présence. La présence peut être quoi? Ça peut être soit la valeur par défaut, comme on vient de voir. Quand vous avez un type énuméré, la présence, c'est la valeur par défaut. Soit required, ça veut dire que la présence, elle est obligatoire. Soit implied, ça veut dire que la présence, elle est facultative. Soit fixed, ça veut dire que la valeur, elle est fixe. Là, si vous voulez fixer une constante, la valeur ne change pas, donc vous n'avez même pas besoin de le spécifier. Sa valeur est fixe. Et enfin, donc je disais tout à l'heure, pour apprendre les DTD, vous avez besoin de connaître trois instructions. Achetez-moi les trois instructions. La première, c'est quoi? Element. La deuxième, c'est at list. La troisième, c'est déclarer ce qu'on appelle les entités. Entity. C'est quoi une entité? Une entité, c'est un raccourci vers un contenu qui peut être soit une chaîne de caractères, soit le contenu qui se trouve dans un fichier. Alors pour déclarer une entité, vous mettez l'entity, comme ça, le nom de l'entité et son type. Alors il existe plusieurs types d'entités. Il y a ce qu'on appelle l'entité caractère. Et ça, vous le connaissez dans HTML. Vous savez que vous avez appris dans HTML, si vous voulez mettre un E accent, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez AND
N'est-ce pas? Parce que si vous mettez E accent, vous n'avez pas la garantie que votre navigateur va vous afficher E accent. Si vous voulez avoir la garantie que votre navigateur vous affiche E accent, il ne faut pas mettre E accent, mais il faut utiliser l'entité qui correspond à E accent. Alors dans ce cas-là, vous utilisez, au lieu d'utiliser tout ça, souvent vous utilisez dièse, vous mettez $, pardon. Vous utilisez, je déclare par exemple une entité qui s'appelle ICOT, comme ça, c'est-à-dire E accent. Dans la valeur, c'est quoi? C'est, je spécifie ici le code ASCII du caractère, parce que le E accent, il a un code ASCII de 133, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle l'entité caractère. Dans ce cas-là, à chaque fois que si vous mettez AND ICOT point virgule, automatiquement, il va vous afficher ce caractère. Là, c'est des constants, c'est des raccourcis vers un caractère dont le code ASCII est prédéfini. Vous pouvez déclarer, par exemple, ça, entité ADN. Vous savez, ADN, c'est un terme que vous utilisez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est ADN? L'ADN, c'est acide. Vous lisez ça? Désoxyribonucléique. N'est-ce pas? Mais attendez, supposons que vous êtes dans le domaine médical, avec le terme acide, désoxyribonucléique, etc. Vous avez besoin d'écrire souvent dans votre document. Alors, pour ne pas à chaque fois écrire acide, etc., qu'est-ce que vous allez déclarer une entité qui s'appelle ADN, dont la valeur est ça. Et dans votre document HTML, à chaque fois que vous mettez AND ADN point virgule, il va être remplacé par quoi? Vous voyez, donc c'est les constantes. Alors, sauf que, oui. Quand on utilise un ADN en virgule, est-ce que ça va automatiquement être remplacé dans le fichier HTML? Oui. Ou bien dans l'affichage? C'est dans l'affichage, bien sûr. C'est pas dans HTML, dans le code HTML. Dans le code HTML, vous allez voir toujours ça. Mais quand il s'affiche, quand il vous affiche avec l'entité, il va vous afficher ça. C'est pas comme l'autosuggestion? Non, c'est pas l'éditeur, parce que ça, c'est pareil que. Okay. Et après, pour ne pas parfois avoir une constante qui est connue, parfois il se peut que vous voulez créer une entité, mais dans le contenu se trouve dans un fichier texte. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez ça. Déclarez entité, par exemple auto-exec, et après vous mettez système, le terme système, et vous spécifiez le chemin, par exemple auto-exec.bat. Ou là, note.txt. Ça veut dire quoi ça? À chaque fois dans votre document HTML, dans votre document XML, si vous mettez end note.virgule, il va vous afficher quoi? Il va vous afficher le texte qui se trouve dans le fichier note.txt. Voilà, alors ça c'est la partie courte. Vous voyez, donc pour afficher une entité, on va utiliser end, le nom de l'entité et point virgule. Et on arrive à un petit exercice d'application, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, avec démonstration, comment on va essayer de, pour les gens qui ont un petit peu raté quelques concepts, c'est très difficile bien sûr de retenir tout, n'est-ce pas? Mais pour retenir, on va essayer de revenir sur la partie pratique. Vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué. Mais ça, on va le faire après la pause. Je vous signale également que le cours il est enregistré, donc ceux qui ont une capacité de mémoire qui est très faible, donc vous pouvez réécouter le cours 50 fois, 60 fois en fonction de ce que vous voulez. Donc juste pour vous dire, si vous voulez maîtriser, il y a tous les moyens. Donc après, bon, on va voir comment faire. Donc à tout à l'heure, donc on va prendre la pause. Hein? L'éditeur s'appelle Oxygène. Je vais vous le donner. Vous pouvez le télécharger. Il est? Oui, parce que c'est une application Java.